Bonsoir à tous et bienvenue dans Soir Bleu de campagne, votre émission pour décrypter l'actualité de la campagne présidentielle. Aujourd'hui, nous sommes donc à Kinkala et je suis toujours entourée des journalistes François Bikindou, bonsoir. Bonsoir. Et Joachim Banza, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons donc aussi Marc Alain Manteau, donc secrétaire général de la Génération Auto-Entrepreneur, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes là pour promouvoir aussi l'événement donc du Patriarche. Et aujourd'hui, comme je le disais, nous allons débriefer sur le meeting du candidat Denis Sassou Nguesso à Mandingou et le Poul. Mais tout d'abord, comment doit-on qualifier, si je puis dire, le climat politique dans lequel s'est tenue cette campagne à Mandingou? Merci beaucoup. Mais il faut dire que c'était pratiquement le 4e meeting, donc après celui de Pointe-Noire, d'Olizy, Sibiti, le candidat de la majorité était à Mandingou, le chef-lieu du département de la Bouinza. Bon, on va dire, on assiste un peu au même élan. On a vu qu'il y avait une grande mobilisation de la population à travers évidemment les partis, les associations qui soutiennent sa candidature. Et à Mandingou, je crois que c'est ça qu'on va peut-être probablement analyser dans notre émission. L'accent était mis sur l'économie parce que le département de la Bouinza est un département à vocation agricole et aussi minière. Et quelle était, pour mieux structurer la tonalité des engagements tenus lors de ce discours du candidat Denis Sassou Nguesso? Justement, les maîtres mots du message du président candidat restent les mêmes: paix, sécurité et développement. Et je crois que c'est une triptyque qui revient comme un leitmotiv. Et l'étape de Mandingou, Joachim l'a dit, est une étape quand même importante, en ce sens que Mandingou a été un ancien fief de l'ex-président Pascal Lissouba. Le fait qu'on ait remarqué une forte mobilisation montre quand même, prouve, s'il en était besoin, la capacité du président Denis Sassou Nguesso ou du président sortant de donner un sens à l'unité nationale, à la paix et à la réconciliation. Et d'ailleurs, comment s'inscrit donc ce meeting dans la stratégie de mobilisation, monsieur le secrétaire général, du camp présidentiel dans le sud, donc même du pays? Bon, moi je pense que la mobilisation qui s'est rendue effective à Mandingou est le fruit d'une action politique menée par le chef de l'État. Comme disait François Bikindou tout à l'heure, le département de la Bouinza a été pendant longtemps considéré comme le fief, un des fiefs du président Pascal Lissouba. Mais le président Denis Sassou Nguesso, dans son action politique, a toujours promu l'unité nationale. Donc c'est à ce titre que dans le cas de l'unité nationale, il a permis à ce que les populations de Mandingou se sentent concernées par l'action politique qu'il mène. Parce que nous allons revenir sur les questions économiques tout à l'heure, parce que dans sa vision ou dans les perspectives qu'il propose pour le département, les populations elles-mêmes se sentent concernées. Mais moi, je vais porter un regard sur une réalité du terrain. À Mandingou, nous avons mobilisé les comités de soutien en tant que génération auto-entrepreneur, donc à l'initiative de la dynamique Le Patriarche. Et en mobilisant les comités de soutien, nous sommes allés vers eux avec un message simple. C'est ce que nous faisons habituellement. Nous avons une dynamique qui s'appelle la vague bleue. Et la vague bleue consiste à mobiliser les gens autour du président de la République, autour de sa personne, son projet politique, de sa vision. Et donc quand nous allons vers les populations de Mandingou, nous nous adressons directement à elles en leur présentant ce qu'est la vague bleue et ce que la vague bleue du Patriarche veut faire au niveau de la Mandingou. Tout de suite, nous avons senti l'adhésion des populations. Donc, oui, allez-y. Donc, tout de suite, nous avons senti l'adhésion des populations. Donc, ça veut dire que c'est une population qui est encore audible aux choses pertinentes qui lui sont proposées. Contrairement aux a priori que nous avons eu pendant longtemps, que c'était une population qui était dans des acquis politiques et autres, parce que vous savez, notre pays a été fracturé pendant longtemps par les questions de tribalisme, les questions d'exclusion pour certains. Et je pense que le président de la République a réussi
à retisser ce tissu d'unité nationale. Et en retissant ce tissu d'unité nationale, les populations de Madingou adhèrent pleinement. Parce que Madingou est quand même le chef-lieu de la Bouenza. Et quand les populations de Madingou, je pense que Madingou, ça va être 330 000 ou 350 000 habitants, quand vous voyez les populations de Madingou se mobiliser avec un tel élan, je pense que c'est parce qu'elles adhèrent véritablement. Et sans pourtant vouloir anticiper, dans les 3 chapitres du projet de société du président de la République, dans le 3e chapitre qui parle des conditions de l'accélération de la marche vers le développement, le point premier de son projet de société actuel, Ensemble accélérons la marche, dans le 3e chapitre, le point premier, c'est effectivement la paix, l'unité nationale et la stabilité politique. Donc je peux dire que c'est une question qu'il tient à cœur. Et d'ailleurs, même dans son discours d'hier, le président a commencé à aborder même cette question. Monsieur Binti. Non, mais il a abordé, justement, mon prédécesseur a abordé un point important. Au-delà de l'instrumentalisation politicienne, toutes les populations du pays se ressemblent, ont les mêmes préoccupations. Et en cela, justement, les populations de la Bouenza, les populations de Madingou accordent une oreille attentive à tout ce que justement on est en train de faire en termes de réponse à leurs différentes attentes. Et pour compléter, j'aimerais dire que hier, le président de la République, dans un français assez simple, est rentré en plein dans son projet de société. Le nouveau projet de société s'appelle Accélérons la marche vers le développement. Et dans ce projet de société, il propose 3 chapitres. Le premier chapitre qu'il propose, c'est 10 actions prioritaires pour l'accélération de la marche. C'est le premier chapitre. Donc, parmi ces 10 actions prioritaires pour l'accélération de la marche, hier, il en a abordé 5. Le deuxième chapitre, ce sont les actions, les autres actions que le gouvernement peut mettre en place pour les autres actions dans le cadre de l'intervention de l'État. Et le troisième chapitre, ce sont les conditions de l'accélération de la marche. Alors, hier, le président est revenu sur une chose, l'économie. Pour parler d'économie, il a abordé le point 1 des 10 actions d'accélération de la marche. Il s'agit donc de mobiliser les ressources financières, parce qu'en mobilisant les ressources financières, nous allons vers le point 2, qui est l'investissement dans le capital humain. Et l'investissement dans le capital humain permettra la redynamisation de l'économie nationale, permettra la priorisation de l'agriculture et de l'industrie. Et puis, aussi un point important qui est la création d'emplois. Ce fameux plein emploi vers lequel les jeunes aspirent aujourd'hui. Donc hier, le président de la République a évoqué ces cinq points de son projet de société. Il ne les a pas détalés dans une rhétorique politicienne pour passer pour un homme politique classique qui vient pour lire un projet de société et essayer d'enfariner le peuple. Mais il les a détaillés avec un français simple, compréhensible par tout le monde, d'ailleurs en langue nationale, pour expliquer que nous allons mobiliser les ressources financières et que les ressources financières que nous allons mobiliser vont nous permettre d'investir dans le capital humain. Et une fois que nous aurons investi dans le capital humain, nous allons redynamiser l'économie nationale, nous allons mettre en action particulier sur l'agriculture et l'industrie, et puis nous allons migrer vers le plein emploi pour les populations et pour la jeunesse et les femmes. Monsieur Mbamba, est-ce que vous aussi, vous ne voyez pas forcément comme une provocation de la part du candidat Denis Sassou Nguesso d'être en ce moment même, hier donc à Madingou, dans le fief donc, de l'Issouba? Quels messages politiques ont été mis en avant pour séduire, si je peux dire, le camp donc, de l'Issouba à voter donc, pour le candidat Denis Sassou Nguesso? Il faut quand même dire ce sont 2 époques un peu éloignées pour pouvoir les comparer. Il y a eu quand même toute une évolution depuis l'époque du président Pascal Lissouba, paix à son âme, jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a quand même eu beaucoup d'évolution. Évidemment, on est passé par des situations difficiles, douloureuses, notamment les hostilités armées. Mais le Congo a tourné le dos à tout ça. La population a effectivement évolué. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est d'abord que le président Denis Sassou Nguesso a félicité les habitants du département de la Bouenza pour la vocation agricole de leur département.
il a loué les agriculteurs. Il a même cité l'exemple du plat très connu, hein, qui nous vient de la Bwenza, qu'on appelle le Ngulu Mumanko. C'est-à-dire, c'est la viande de porc aux bananes plantains. Donc, il a loué cela, c'est un plat national, bien connu, célèbre, aimé par tous les Congolais, enfin disons, aimé partout à travers le pays. Donc, il a félicité cette vocation agricole. Il a aussi relevé la vocation minière du département de la Bwenza, parce que là-bas, les sociétés, il y a des sociétés qui sont en pleine exploitation de matières premières comme le cuivre, les polymétaux, ainsi de suite. Et cela, évidemment, donne des opportunités d'emploi dans un département comme ça là. Donc, il a promis renforcer ces deux secteurs, le secteur agricole, le secteur minier. Et Marc Alain vient de nous rappeler les points principaux de son nouveau projet de société et où il s'est développé. Mais ce que je voulais, moi en tant qu'observateur, simplement relever, c'est que le candidat de la majorité me donne l'impression de ne pas tellement s'engager. Il parle de son gouvernement. Je pense que dans le contexte électoral, le gouvernement aujourd'hui n'a pas sa place. L'élection présidentielle, c'est un contrat entre un homme et un peuple. C'est lui avec son projet de société qui est en train de négocier un contrat avec son peuple. Et donc, ce serait plus intéressant pour lui de s'engager, de dire ce qu'il veut faire pour ses compatriotes. Parce que le gouvernement ne sera qu'un moyen, mais c'est lui, c'est sa vision telle que traduite dans son projet de société. Et vous pensez qu'il va pouvoir, avant de passer la parole, vous pensez qu'il va pouvoir réagir aux attentes du peuple, ici même hier donc à Mandingou, alors que c'est quand même un siècle historiquement marqué par l'opposition. Vous pensez qu'il va réussir donc à pouvoir en parler? Comment a perçu la population d'ailleurs? Je pense qu'il a la capacité justement d'être proche de ce peuple-là. Je crois que le président a déjà donné des gages de rapprochement vis-à-vis de ce peuple. Il n'est pas dans la provocation. Non, il n'est pas dans la provocation. La preuve, le numéro 1 du parti de l'ex-président Pascal Lissouba, donc Tsati Mabiala, est le chef de l'opposition. Et aujourd'hui, le président, enfin le candidat Denis Sassou Nguesso a réussi à créer justement, a réussi à l'intégrer dans le dispositif politique de ce pays. Donc je pense que le président sortant a la capacité donc de prendre à bras le corps les différentes préoccupations de ces populations. Mais je reviens sur ce que j'avais dit, c'est qu'il a une vision. Maintenant, il faut qu'il trouve des hommes qui l'aident à réaliser cette vision-là. Et la question vraiment vaut son pesant d'or. Monsieur le secrétaire. Il anticipait ce que je voulais dire en rebondissant sur ce que a dit Jochem Manza. Je pense que le président s'est engagé. Il s'est engagé, mais c'est la forme peut-être qui a été incompréhensible. Je vais commencer par dire une chose. Si vous lisez le projet de société du président de la République, il le signe à la fin. C'est ce projet de société qui sera déroulé en programme de gouvernement. Et c'est pourquoi vous verrez même que ce projet de société est appelé carnet de route. Une fois élu, ce projet de société sera déroulé en programme de gouvernement. Alors, le président de la République le signe pourquoi? Il le signe parce qu'il s'engage dans ce qui est écrit à l'intérieur. Il s'engage dans ce qui est écrit à l'intérieur, dans ce qui est dit à l'intérieur. Alors, quand il vient pour présenter des problématiques ou des thématiques qui sont conformes à ce qui est écrit dans le projet de société, il ne fait que dérouler ce qu'il a déjà dit dans le projet de société. Mais il le fait avec des mots faciles. Alors, pour revenir sur le fait qu'il parle du gouvernement et autres, j'aimerais tenter d'expliciter quelque chose qui crée beaucoup de confusion et beaucoup d'amalgame. Le président de la République est un visionnaire. Il fixe les grandes lignes de sa vision. Il fixe les grandes lignes de l'ambition qu'il porte.
Mais ce sont ses collaborateurs qui doivent s'approprier cette vision et la décliner. Et ces collaborateurs, en priorité, sont le gouvernement de la République. Pour revenir sur ce que François Bikinou disait, qu'il faut qu'ils trouvent des gens dignes, effectivement. Moi, je dirais même que c'est nous qui ne sommes pas dignes de la vision portée par le chef de l'État. Pourquoi? Le président a autour de lui des gens de toutes catégories générationnelles. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des plus jeunes, il y a des aînés. Alors, dans sa position de patriarche, avec l'expérience qui est la sienne, avec la hauteur qui est la sienne, sur son analyse, sur son expérience de dossier, sur sa vision, sur son envie de porter le pays vers le développement, il fixe un canevas. Ce canevas est explicité dans les 110 pages de son projet de société. On ne peut pas tout dire en 110 pages, ce qui est sûr, mais il fixe les grandes lignes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous devons, avec nos intelligences, avec notre énergie, avec notre créativité, avec notre volonté, s'approprier de ce que le président de la République dit pour décliner en politique efficace et de proximité avec le peuple. Ce n'est pas au président de la République de venir réfléchir sur les déclinaisons des grandes lignes qu'il a fixées. Mais c'est quand même, il revient au président de la République. Il reviendra au candidat Denis Sassou Nguesso après avoir décliné cette vision. Non, lui, il ne décline pas. Lui, il fixe la vision. Après, les collaborateurs la déclinent. Mais on va pas rentrer... C'est un problème. Voilà, c'est un jeu de mots. Hein. Non, après avoir justement fixé le cap, c'est à lui de choisir rigoureusement ses cadres qui doivent l'accompagner. Effectivement. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que je suis parfaitement d'accord avec Marc-Alain. On n'est pas en contradiction. Oui. Mais ce que je voulais dire, hein, pendant ce temps-ci, c'est-à-dire que ce temps-ci, il y a deux acteurs, il n'y a que deux acteurs. Oui. Le candidat et l'électeur. Et le peuple. Et l'électeur. Oui. Hein, le peuple à travers l'électeur. Oui. Donc, le candidat vient solliciter la confiance de l'électeur parce que nous sommes une république qui reconnaît que la souveraineté appartient au peuple. Effectivement. Et donc, en tant que candidat, Denis Sassou Nguesso vient solliciter la confiance de son peuple. Oui. Donc, en ce moment, si nous parlons, nous sommes en campagne électorale, c'est lui et son peuple. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a personne. C'est lui, en tant que Denis Sassou Nguesso, qui s'est porté candidat, proclamé par la Cour constitutionnelle, c'est lui et son peuple. Donc, c'est lui qui va dire... Attendez, pardon. C'est lui qui va dire, pour vous, pour votre bonheur, peuple congolais, chers compatriotes, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais non, la déclinaison, l'organisation de l'État, nous sommes tout à fait d'accord que une fois élu, il va mettre en place un gouvernement, c'est l'organisation de l'État. Maintenant, là où les Congolais l'attendent justement, il y a eu des mandats passés. C'est lui qui choisit ses collaborateurs. Donc, s'il trouve qu'il y a un collaborateur qui ne porte pas assez sa vision, c'est à lui de décider parce que c'est à lui à qui le peuple a confié le pouvoir. J'ajoute une chose. Monsieur Bikinou, ensuite Monsieur le secrétaire général et ensuite on va conclure parce qu'on arrive à la fin. Je vais assumer quelque chose que je veux dire. Oui. Je pense que, sauf si on est aveugle, nous allons remarquer que le management du président de la République est très évolutif. Dans le choix des cadres, et même dans le profit des cadres. Nous ne sommes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, beaucoup des cadres qui sont nommés ne sont pas de la génération du président de la République. Mais ils ont certainement fait leur preuve ailleurs, et ayant fait leur preuve ailleurs, ils ont été identifiés et ils ont été promus. Je peux donner quelques exemples. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont passés DG et qui font du bon travail. On a vu le DG de la RPCE. Moi, j'ai reçu le DG de la RPCE pendant les 30 jours pour convaincre. Mais le DG de la RPCE a la maîtrise des dossiers. Il est jeune, il a la maîtrise des dossiers. Mais il n'est pas de la génération du président de la République. Il fait partie de ces cadres que le président essaie de promouvoir. Je peux en citer d'autres, dans d'autres départements. Mon ami Rudim Pierre, par exemple, qui est le DG des PME, on peut citer le DG de la CPCE. Donc, il y a un vrai renouvellement des cadres. Mais le renouvellement des cadres n'est pas un effet de tendance.
c'est pas un effet de mode. C'est parce que dans la jeunesse, il y a la créativité. Dans la jeunesse, il y a le dynamisme, il y a le dynamisme, il y a un ensemble de choses. Et la compétence. La compétence surtout aussi. Et le président de la République, du haut de son expérience, identifie les cadres et essaie de les promouvoir. Alors, Évidemment, il faut qu'il y ait un parfait dosage. La jeunesse a son dynamisme, sa vitalité, son ingéniosité, sa créativité, mais les vieux également, pour les appeler ainsi, ont une certaine expérience dont il faudrait tenir compte. Mais je rebondis sur ce que Joachim Banza a dit. Je pense que le président de la République, enfin le candidat président, est en train de traverser un moment particulier de sa carrière politique. Il est quand même resté 40 ans au pouvoir. Il a fait des choses. Et justement, on peut plaisanter en disant que l'adversaire le plus redoutable du président de la République, donc du candidat président, mais c'est son passé, c'est son parcours. Les gens le jugent, pardon, les gens le jugent et le jugeront toujours à partir de ce parcours-là. Et c'est pour cela qu'il doit justement jeter les bases solides pour repartir justement. Permettez-moi de On arrive bientôt à la fin de l'émission. Dernier mot avant de conclure justement en route. Je vais revenir sur quelque chose avant de faire mon dernier mot. Voilà. Vous savez, 2 minutes. le président de la République a réussi une chose, c'est la méthode. Oui, voilà. Nous sommes sur le projet de société accélérant la marche vers le développement. Mais avant le projet de société accélérant la marche vers le développement, il a sorti un livre bilan en toute transparence. Et vous allez remarquer que même dans le livre bilan, le président a mis de la méthode. La méthode, c'est quoi? C'est expliquer où nous sommes et où il veut nous emmener. Et de là où nous sommes à là où il veut nous amener, il y a un chemin à parcourir. Et ce chemin à parcourir nécessite des prérequis. Ce chemin à parcourir nécessite des actions à mener, des contours à emprunter pour arriver. Alors, quand vous dites que oui, le président en face de lui, son bilan et autres, je vous dirais, le bilan du président n'est pas dérisoire. Je vais vous dire une chose. Nous avons une vision de développement économique. Quels sont les jalons du développement économique? Quelles sont les bases du développement économique? Les bases du développement économique au Congo, par exemple, nous allons dire que le président a fait le choix de la route. Par exemple, il a décidé d'investir dans la route. Il a décidé d'investir dans le renforcement de l'institution, la lutte contre la corruption et tout ce que vous savez. Il a décidé d'investir dans la diversification de l'économie, l'agro-industrie et autres. Donc ça veut dire qu'il a une vision, mais cette vision, pour la dérouler, il le fait de manière méthodique avec un ensemble d'actions. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, si vous relisez le livre en toute transparence, qui est son livre bilan, vous allez remarquer qu'il est resté dans le projet de société fidèle à la logique de son livre. Et je vous ai dit tout à l'heure que le nouveau projet de société a 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est le premier chapitre du projet de société, l'accélération de la marche, ce sont les 10 actions qu'il estime prioritaires pour que nous puissions accélérer la marche. Et c'est pourquoi j'ai cité tout à l'heure les 5. Alors, je vais chuter là. Le deuxième chapitre, c'est l'ensemble d'actions que l'État peut mener. Et puis le troisième, ce sont les conditions. Alors, c'est logique. C'est logique. Mon dernier mot de la fin, je dirais, nous aurons l'occasion de plancher sur le projet de société du président de la République. Mais je vous dirais déjà qu'il faut saluer la méthode de l'homme. La méthode de l'homme, parce que, sans vous cacher, on ne vient pas pour enfariner le peuple. J'ai vu plusieurs candidats, sans porter une critique, hein. Je vois des candidats qui promettent ciel et terre, mais qui ne sont pas capables de justifier comment ils vont financer leur projet. Ils ne sont pas capables, je vais terminer madame, ils ne sont pas capables de justifier, lorsqu'ils trouveront les ressources financières pour financer leur projet, combien même ces projets coûtent, parce qu'ils n'ont pas de méthode. Ils n'ont pas de méthode. L'opposition en face, il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous chiffrer ce projet de société. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous chiffrer ces programmes. Les politiques publiques qui vont être mises en place. Mais on ne vient pas pour raconter des histoires au peuple et faire rêver le peuple. Il faut que ce soit effectif. Quand je vous dis que le président a dit qu'en premier lieu, il faut mobiliser davantage de ressources financières. Ensuite, investir dans le capital humain. C'est parce que ça obéit à une logique. Merci
Merci, monsieur Monsieur Banza, dernier mot de la fin. Là, en plus, on est au meeting. Donc, je dirais tout simplement que ce que j'apprécie du côté du candidat de la majorité, c'est effectivement cette évolution de la méthode. Sa capacité à être concret avec son peuple. Vous allez voir que ce soit à Pointe-Noire, à Dolisie, à Sibiti, et je suis sûr qu'à Kinkala aussi, il met l'accent sur le fait qu'il veut voir ses compatriotes se mobiliser le 15 mars pour aller voter. Mais parce que c'est ça, parce que en tant que cadre intellectuel, on peut épiloguer sur les bilans, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est l'attitude de l'électeur congolais, justement, à aller mettre le bulletin dans l'urne. Et je crois que c'est ça qui est le capital. Et il est en train de mettre l'accent sur ça. Et pour séduire, il lui faut être concret. L'insistance du candidat de la majorité sur il revient souvent sur la mobilisation pour éviter l'abstention. Mais ça montre aussi un désintérêt des populations par rapport à la politique, par rapport aux politiques. Et donc c'est aux politiques de pouvoir reconquérir le cœur justement des populations, mais en ayant la capacité de traduire concrètement la vision, de traduire concrètement la vision du politique. Parce que on peut tout dire, mais nous sommes des journalistes, nous sommes des observateurs, nous écoutons le peuple dans son ensemble, dans son intellectuel, ayez au moins le courage de dire que ce peuple est aussi victime des réseaux sociaux qui aujourd'hui intoxiquent la population sur des choses imaginaires, que ce même peuple est victime. Je vais aller au bout de mon idée. Non, je traduis simplement ce que le peuple dit, le peuple pense. Le président a une bonne vision par rapport aux attentes de ce peuple. Malheureusement, ce peuple estime que le président, enfin le candidat de la majorité a toujours été trahi par bon nombre de ses collaborateurs. Eh bien, merci monsieur pour votre analyse. On se retrouve pour le prochain panel, donc avec maître Ben Luther, toujours aussi auprès de monsieur le secrétaire général et du journaliste monsieur Obargui. Vous êtes toujours sur Soir Bleu de Campagne, votre émission, et aujourd'hui, toujours à Kinkala, nous sommes dans le second panel avec donc Patrice Emery Obargui qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et nous avons également maître Ben Luther, avocat au barreau de Paris. Bonsoir. Bonsoir madame. Et nous sommes toujours avec Marc-Alain Manteau, secrétaire général donc de la GAE. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Comme vous le voyez, nous sommes donc bien à Kinkala et la question sécuritaire revient donc naturellement. Selon vous, quel regard le pouvoir porte-t-il aujourd'hui sur les plaies laissées du passé, surtout dans cette région, en particulier le Poul? Alors, écoutez madame, le président Denis Sassou Nguesso a toujours été, on va dire, le pourvoyeur de la paix en République du Congo. Depuis qu'il est au pouvoir, et on le voit à travers tous ses discours, il a toujours mis la paix, la sécurité au cœur de son action politique. Et aujourd'hui, nous sommes dans le département du Poul. Je pense que votre question fait allusion au contexte particulier de ce département, puisqu'il y a l'existence, notamment, il y avait l'existence des ninjas, etc. Bon, le président de la République a, dans cet élan de vouloir pacifier, unifier le pays, avait décidé de conclure un certain nombre d'accords entre le gouvernement et le révérend pasteur Tchoumi. Les derniers en date, c'est en 2017 me semble-t-il. Donc depuis cette date, il n'y avait plus eu d'événements dans le Poul. Mais que récemment, depuis qu'on avait lancé l'opération Zéro Corona, il y a eu quelques dérapages, on va dire ça, mais qui ont été très rapidement estampillés, très rapidement réglés par les forces de l'ordre. Et aujourd'hui, nous sommes à Kinkala, dans le département du Poul, donc dans le fief, on va dire, du révérend pasteur Ntoumé. Et vous le voyez très bien que tout le monde est en sécurité, tout le monde se sent en paix, les gens se promènent librement.
Peut-on réellement parler de climat de confiance et surtout de pacification, de sécurisation lorsqu'on voit justement un dispositif quand même de sécurité très élevé? On a vu donc des gens armés. Est-ce que réellement pour ce meeting-là, les personnes et surtout les militants seront donc en sécurité? Quel climat vous ressentez aujourd'hui? Alors vous savez que le Poul est l'un des départements du pays, du Congo. Le Congo aujourd'hui compte 15 départements. Et le Poul est réputé comme le département où règne beaucoup plus l'insécurité, notamment au sortir de la guerre de 1997 jusqu'à aujourd'hui. Le Poul n'a pas connu vraiment de moment de paix à cause des affres, hein, le conflit entre les milices ninja et la force de l'ordre. Aujourd'hui, le Poul, quand on parle du Poul, on a l'idée de la question de l'insécurité, la question de la violence, question de guerre. Vous savez, la paix est définie comme étant une période de non-violence. Vous avez la paix est synonyme de la tranquillité, la paix est synonyme de calme, mais dans le département de Poul, la paix est mise à l'épreuve. Donc aujourd'hui, là, avec l'arrivée du candidat président dans ce département, ça suscite quelques inquiétudes hein, dans les esprits de certaines personnes, mais on remarque que le dispositif sécuritaire est très important pour faire de telle sorte que le tout se passe à bon escient. Monsieur le secrétaire général, quelle place la mémoire des événements du Poul occupe-t-elle dans la campagne donc, présidentielle du candidat Denis Sassou Nguesso? Merci. Moi, j'aimerais parler d'abord de la paix en général avant d'atterrir sur le Poul. Depuis les événements malheureux de 1997 à ce jour, ça fait 29 ans je pense, plusieurs actions ont été menées pour ramener la paix. Vous savez, on se familiarise beaucoup aux appellations, on les transforme même parfois en surnoms, même quand cela peut paraître très courant et très